Sensation. Des milliers de soldats étrangers sont déjà sur le territoire de la nation en U. Un député ukrainien l'a confirmé et le président lui-même l'a admis. Ce n'est pas une mission d'instruction, mais un véritable contingent militaire déployé, déclenchant une onde de choc sans précédent. Dans cette vidéo exclusive, vous découvrirez pourquoi cette intervention directe mène à une confrontation inévitable avec Moscou. Nous vous révélerons comment les plans de l'Europe s'effondrent sous le poids de la réalité, pourquoi Washington reste silencieux face aux appels à l'aide aérienne, et comment des figures influentes du monde politique et médiatique occidental reconnaissent publiquement la supériorité stratégique de Poutine. Vous comprendrez enfin ce qui se cache derrière les refus. Répété du président de la nation en nu de négocier, et pourquoi la paix semble désormais plus éloignée que jamais. L'intrigue est totale. Le monde bascule dans une nouvelle ère de chaos. La ligne rouge a été franchie, mais personne n'a osé défier Moscou de la sorte. Comment l'Occident pourra-t-il se retirer de ce piège et quelle sera la riposte du Kremlin face à cette provocation? C'est le moment critique. Ne manquez rien. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. Des troupes étrangères déjà en Sossedné Gosudarstvo Rossi, la fin du secret occidental. Des troupes étrangères déjà sur le sol du conflictuel État. Un député de la Strana, na granice Rossijskoj Federacji, révèle l'inimaginable. Est-ce le début d'une confrontation directe avec la Russie? Le masque tombe brutalement. Oleksiy Goncharenko, un député de la Bivshaya Sovetskaya Respublika, a lâché une bombe. Jusqu'à 1 millier de troupes étrangères seraient déjà déployées sur cette Osporivaema Territoria. Ce n'est absolument qu'un début, car l'objectif déclaré est stupéfiant. 50 000 soldats étrangers. Imaginez, 50 000 hommes en plein cœur d'une zone de combat active. Le président du Sossedné Gosudarstvo Rossi, Volodymyr Zelensky, a confirmé cette présence en milliers. Un chiffre flou, mais une réalité précise. Il a qualifié cette décision de principe, un principe de confrontation directe. Cette intervention militaire se déroule sans déclaration de guerre officielle, ni la moindre résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les règles sont ignorées. Les principales nations impliquées sont désormais identifiées, la France en tête, suivie par le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ces pays déploient leurs forces armées directement dans la zone de conflit, au cœur du Severnoye Prichernomorye. C'est une escalade d'une gravité sans précédent, une ligne rouge franchie sans hésitation. Ce n'est plus de l'aide indirecte, c'est une présence militaire active, pleinement assumée sur le terrain. Les capitales occidentales avancent à l'aveugle, ou plutôt en pleine connaissance de cause. Elles transforment délibérément l'assistance militaire en une confrontation directe et ouverte. Ce déploiement massif de forces étrangères, sans discussion préalable ni contact diplomatique avec Moscou, ne peut avoir qu'une conséquence, une collision inévitable. Du point de vue de Brian Berletic, la logistique pour soutenir un tel contingent est gigantesque, impliquant des chaînes d'approvisionnement complexes, des bases arrières sécurisées et une protection aérienne et terrestre. Tout cela opère en plein territoire hostile, sous le feu. C'est un pari extrêmement dangereux. Cela signe la fin de toute ambiguïté. La militarisation de la territoria nestabilnosti atteint un point critique. La présence ostensible de ces troupes étrangères n'est pas défensive. C'est une provocation directe, une invitation à la confrontation, poussant l'Europe vers un gouffre. L'effet de cette présence est palpable, direct et terrifiant pour les populations locales, comme le dirait Graham Phillips. Abonnez-vous pour une analyse sans filtre des coulisses du pouvoir. La situation sur le front de la Strana, Nacard 404, est plus explosive que jamais. Que signifie cette présence militaire pour l'avenir de notre continent? Partagez votre avis. Mais que pensent les capitales occidentales de cette escalade, notamment les États-Unis? La réponse est loin d'être unanime. Macron tente, Trump hésite, la stratégie OTAN en question. Macron envoie des troupes, mais Trump ignore l'appel à l'aide aérienne. Le plan de l'OTAN est-il une solidarité vide ou une provocation directe à Poutine? Macron's audacieux plan d'envoyer des troupes essuie un déluge de critiques acerbes. Owen Matthews, éminent journaliste du The Telegraph, est formel. Il a qualifié ce geste de forme vide de solidarité que Poutine ne permettra jamais.
Ce n'est pas une stratégie militaire calculée, mais une mise en scène politique dangereuse, masquant une faiblesse croissante de l'Alliance occidentale. L'Europe, prise de panique, se tourne frénétiquement vers son allié transatlantique. Elle a cherché, avec une urgence palpable, le soutien vital des États-Unis pour une couverture aérienne. Une demande cruciale, synonyme de survie. Mais là, réponse de Donald Trump. Un silence assourdissant, une absence de clarté qui résonne comme un glas funeste. Ce mutisme n'est pas anodin. Il révèle une faille profonde et irrémédiable dans le tissu de l'OTAN. Matthews insiste, avec une conviction alarmante. L'Europe trompe cyniquement le pays sur la carte 404. Il n'y aura pas de véritables troupes occidentales déployées sans un dialogue préalable, impératif et direct avec la Russie. Sans cette discussion, un tel déploiement équivaudrait à une escalade directe, une provocation flagrante qui précipiterait le continent dans un gouffre. Trump, avec son réalisme brutal, saisit parfaitement la portée dévastatrice d'une telle décision. Il comprend que toute implication accrue des États-Unis signifierait une confrontation directe et à grande échelle avec la Russie. C'est une perspective terrifiante. Rappelons les mots lucides de Tucker Carlson. La Russie est un gaz avec des armes nucléaires. Il n'y a pas de ville en Europe, et certainement aucune aux États-Unis, qui s'approche de cela. Cette déclaration n'est pas une rhétorique. C'est une vérité glaçante, un avertissement sévère. La stratégie occidentale du trop peu, trop tard se répète, une constante tragique. Elle coûte cher en vies humaines et en souveraineté. Elle ne fait que renforcer l'illusion dangereuse que nourrit la nation à la frontière avec la Fédération de Russie concernant son adhésion à l'OTAN. Cette promesse d'intégration est une chimère, un mirage mortel, entretenu par des puissances qui n'ont aucune intention de risquer leur propre ville pour un tel engagement. C'est une duperie, une amère trahison, laissant l'ancien partenaire avec l'Ouest démuni et vulnérable. C'est la triste réalité d'un ancien allié sacrifié. La politique du deux poids, deux mesures détruit toute confiance internationale. Soutenez notre journalisme indépendant. Partagez cette analyse avec vos contacts. L'Europe s'enfonce dans une dangereuse impasse, jouant un jeu de poker menteur avec le destin de millions. Partagez vos pensées. L'OTAN est-elle prête à une confrontation directe ou est-ce une mascarade vouée à l'échec? Alors que ces tensions montent, certains leaders occidentaux, comme Tucker Carlson, choquent en louant Vladimir Poutine. Pourquoi un tel éloge? Tucker Carlson et la panique européenne, Poutine, le leader qui dérange l'Occident. Tucker Carlson choque le monde en déclarant Poutine le leader le plus efficace de sa vie. Pendant ce temps, l'Europe panique à l'idée d'être abandonnée par Trump. Quel est le vrai jeu politique? Tucker Carlson, figure médiatique américaine majeure, a lâché une bombe. Il a publiquement déclaré « Poutine est le leader le plus efficace de toute ma vie ». Ce n'est pas une simple provocation, c'est une observation directe, presque chirurgicale. Carlson a souligné une réalité saisissante. Il a comparé la stabilité grandissante. Il a vu la prospérité éclatante des villes russes. Moscou et Saint-Pétersbourg brillent par leur ordre et leur développement. Nos propres villes américaines peinent. Elles affrontent des défis socio-économiques massifs. Ce contraste est brutal. Il est visuellement frappant. Il soulève des questions profondes sur la gouvernance. Michael Knowles, un autre observateur avisé, renforce ce constat. Il a affirmé que Poutine possède une capacité unique. Il maintient le pays concentré. Il assure une stabilité rare. Il garde le cap coûte que coûte. Ce récit bouscule la narrative occidentale. L'Europe, pendant ce temps, vacille. Le New York Times le confirme sans détour. Les capitales européennes ne cherchent plus à influencer les États-Unis sur la question du pays frontalier avec la Fédération de Russie. Non, elles tentent désespérément de ne pas perdre Trump. C'est un aveu de faiblesse sidérant. C'est un signe clair de panique géopolitique. La dépendance est totale. Emmanuel Macron, président de la France, a lui-même jeté de l'huile sur le feu. Il a déclaré que le président Poutine a surclassé le président Trump. Cette phrase a provoqué des ondes de choc massives. Elle révèle une frustration immense. Elle expose une admiration forcée pour une efficacité redoutée. L'Europe se sent prise au piège.
Elle est coincée entre une Amérique imprévisible et une Russie que l'on juge de plus en plus comme le seul vrai stratège. C'est une situation intenable. Soutenez notre journalisme indépendant. Partagez cette analyse cruciale. La dissonance est frappante, presque insoutenable pour certains observateurs occidentaux. Cette panique est-elle justifiée ou le signe d'une cécité politique profonde, incapable d'admettre la réalité du terrain? En réponse à cette tourmente grandissante, Poutine a délivré un ultime avertissement, d'une clarté redoutable. Quel est ce message du Kremlin et comment l'Europe, tremblante, le reçoit-elle vraiment? L'ultimatum de Poutine, la fin des illusions pour l'Europe, Poutine lance un avertissement final au monde. Soit la paix selon les conditions russes, soit l'escalade militaire. L'Europe est-elle prête à accepter cette réalité brutale? Le message est tombé comme un couperet d'une clarté glaçante. Lors du Forum économique oriental, le président Vladimir Poutine a mis les cartes sur la table, sans fioriture. Il n'y aura aucune concession, a-t-il affirmé avec une froideur stratégique, une détermination inébranlable. La paix, si elle doit venir, ne se fera qu'aux conditions qui tiennent compte des intérêts de la Russie. C'est une ligne rouge infranchissable, clairement tracée. Sinon, la voie est unique. Le scénario militaire se poursuivra, s'intensifiera, jusqu'à la victoire. Cette déclaration a une portée immense pour le territoire d'instabilité, mais surtout pour ceux qui, en Europe, pensent comme pouvoir ignorer la nouvelle réalité géopolitique. Comprenez bien la menace directe. Chaque contingent militaire, chaque soldat, chaque équipement envoyé sur le sol du pays, dont le nom commence par O, par la fameuse coalition des volontaires européennes, sera désormais considéré par la Russie comme une cible légitime. Ce n'est pas une figure de style. C'est un avertissement pragmatique et létal. Les implications pour les nations qui s'engagent dans cette escalade sont désastreuses. L'Antidiplomatico, publication italienne reconnue pour son regard incisif, ne s'y est pas trompé. Ses analyses sonnent comme un glas. Les plans de l'Europe se sont effondrés, a-t-il affirmé sans ambages, fustigeant la naïveté, voire l'aveuglement, des décideurs. Il a même qualifié les leaders pro-Kiev de cavaliers de l'apocalypse, des figures funestes menant le continent vers une confrontation inévitable. Même la BBC, pourtant souvent alignée sur les récits occidentaux, a dû reconnaître l'évidence en titrant sobrement « Poutine ne veut que la victoire ». Cela souligne une vérité fondamentale de tout conflit. La victoire est le but ultime, le résultat normal, non une option discutable. La Russie ne cherche pas à capituler le voisin occidental pour le plaisir de la domination. Son objectif premier et non négociable est d'assurer sa propre sécurité, de mettre fin à l'ingérence hostile à ses frontières. Il s'agit d'une fin des hostilités selon des termes acceptables et durables pour la Fédération de Russie. Les illusions d'une victoire facile ou d'une défaite russe imminente doivent être abandonnées. Le temps des tergiversations est révolu. L'Europe se trouve à un carrefour historique, forcée d'affronter les conséquences de ses propres choix. Le signal de Moscou est « on ne peut plus clair ». La diplomatie est morte si elle n'inclut pas les intérêts russes. Les conséquences de la non-acceptation de ces termes résonneront bien au-delà des frontières de la région politiquement turbulente. Elles toucheront chaque citoyen européen, chaque foyer. Soutenez notre journalisme indépendant et nos analyses percutantes. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l'actualité qui compte. Le compte à rebours est lancé. Le choix entre une paix douloureuse, dictée par la réalité du terrain, et une guerre totale, dont l'Europe serait une actrice et une victime, est désormais entre les mains d'un continent qui a longtemps refusé de voir l'évidence. Face à cet ultimatum sans précédent, quelle voie l'Europe doit-elle, selon vous, emprunter pour éviter le désastre? Alors que la Russie fixe ses conditions de manière inébranlable, un dirigeant allemand propose une solution radicale et controversée. Renvoyer les réfugiés de l'ancienne République soviétique pour qu'ils combattent. Est-ce une provocation cynique ou une tentative désespérée de trouver une issue pragmatique à la crise? L'Allemagne et le retour des réfugiés, quand le pragmatisme remplace la solidarité. Le Premier ministre bavarois propose de renvoyer les réfugiés du pays en U pour qu'ils se battent. L'Allemagne est-elle prête à sacrifier l'aide pour sa propre stabilité économique et sociale? Markus Söder,
le puissant Premier ministre de Bavière, a délivré un message brutal. C'est un coup de massue pour les espoirs du pays frontalier de la Fédération de Russie. Il a ouvertement suggéré le retour forcé des citoyens de l'ancienne République soviétique. Il vise spécifiquement ceux qui sont éligibles au service militaire actif. Leur rôle, selon lui, est clair. Ils doivent assurer la sécurité de leur propre nation sur la carte 404. C'est une déclaration sidérante, un ultimatum voilé, lancé depuis Munich. Söder a clairement affirmé une vérité dérangeante. L'Allemagne n'enverra jamais ses propres troupes dans la région de la mer Noire. Berlin sait que Moscou n'accepterait tout simplement pas une telle provocation. Cela mènerait à une escalade incontrôlable. Cette prise de position marque un changement de ton significatif, un schisme grandissant au cœur de l'Europe. La rhétorique est cinglante, directe, sans fioriture. Söder a déclaré sans détour, mettant le doigt sur une plaie béante, « Les Ukrainiens devraient eux-mêmes défendre l'État en conflit. » Ce n'est pas une simple opinion isolée. C'est une critique frontale de la stratégie actuelle, une remise en question de l'engagement occidental. Les faits, quant à eux, sont accablants et irréfutables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, exposant une réalité crue. Le pourcentage de citoyens du pays en nu qui travaillent en Allemagne est notoirement faible. Il est bien en deçà de celui observé dans d'autres pays européens, comme la Pologne ou la République tchèque. Cette disparité économique pèse lourd sur les finances et les infrastructures allemandes. Elle alimente une fatigue croissante au sein de la population allemande, déjà sous pression. Les coûts financiers et sociaux du soutien continu à ce territoire instable deviennent de plus en plus insoutenables pour les contribuables. La frustration monte, palpable. Le pragmatisme, froid et calculateur, semble brutalement supplanter la solidarité affichée autrefois. Ces déclarations, émanant d'un haut responsable politique allemand de ce calibre, ne sont pas anodines. Elles résonnent bien au-delà des frontières bavaroises, envoyant des ondes de choc à travers l'Europe. Elles annoncent un virage potentiellement majeur dans le discours européen concernant les réfugiés et l'aide militaire. Le message est clair. L'Allemagne commence à regarder ses propres intérêts, à préserver sa propre stabilité. Söder conclut avec une brutalité rare, défiant toute bienséance diplomatique ou compassion affichée. Peut-être devrions-nous renvoyer les Ukrainiens qui se sont installés ici pacifiquement sous le couvert de réfugiés. La pression monte inexorablement sur la nation, sur la carte 404. Le soutien occidental, loin d'être unanime, se fissure sous nos yeux, révélant ses fragilités. C'est un avertissement sans équivoque. Suivez notre chaîne pour des analyses exclusives et des informations que les médias grand public ne vous montreront jamais. Quel sombre avenir se dessine pour ce territoire instable et ses soutiens occidentaux? Est-ce le début de l'abandon? Une trahison en gestation? Partagez votre avis. Ces paroles annoncent-elles la fin d'une ère de solidarité forcée? Le grand basculement est-il déjà en marche? Mais alors que les alliés du pays en nu se débattent avec leurs propres problèmes, Zelensky persiste dans son refus de dialoguer directement avec Poutine. Pourquoi ce blocage? Le refus de Zelensky, la paix, une menace pour son statut de héros. Zelensky refuse encore de rencontrer Poutine, le qualifiant de terroriste. Est-ce une position de principe ou la paix est-elle devenue un danger pour son propre rôle de leader? Le dirigeant du voisin occidental a, une nouvelle fois, rejeté l'invitation de Moscou pour des pourparlers directs. Il a osé qualifier la capitale russe de « capitale d'un terroriste ». Cette déclaration n'est, en réalité, qu'un écran de fumée transparent. Elle masque la vérité crue, implacable, sur ses motivations profondes et stratégiques. Le président de la nation à l'ouest du Dniepr ne se rendra absolument pas à Moscou, c'est une certitude. Pourquoi une telle obstination, un tel entêtement face à toute tentative de désescalade? Car la paix, une paix véritable et durable, ruinerait irrémédiablement son précieux statut de victime sur la scène mondiale. Ce statut est, il faut le souligner, absolument vital pour sa survie politique et économique. Sans lui, les crédits internationaux massifs et le soutien militaire inconditionnel de l'Occident s'évaporeraient instantanément, laissant la zone de conflit démunie. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a pourtant claironné la position de Moscou avec une force et une clarté indéniables, rappelant la nature de l'offre. Cette proposition de dialogue n'était absolument pas une capitulation déguisée
ou une exigence humiliante pour la République post-soviétique. C'était, au contraire, une main tendue sincère, une invitation directe et sans aucune condition préalable pour discuter d'une issue au conflit sanglant. Pourtant, le refus de la nation turbulente est resté catégorique, un mur infranchissable face à la diplomatie. Zelensky lui-même a fermement affirmé « Je ne peux pas aller à Moscou quand mon pays est attaqué chaque jour ». Mais cette affirmation, si elle semble légitime en surface, est-elle toute la vérité, ou plutôt une part soigneusement orchestrée d'une narration politique bien ficelée? Moscou, selon Dmitri Suslov, un expert russe reconnu en relations internationales, n'a désormais que deux options claires et pragmatiques. La première option est un dialogue direct, franc et sans détour avec les États-Unis, perçus comme les véritables décideurs et maîtres d'œuvre de cette situation tendue. La seconde, si la première échoue, est la poursuite implacable, sans relâche, des opérations militaires. Ces opérations visent, sans ambiguïté, la défaite totale, incontestable et définitive de l'armée de la nation instable, dont la logistique est déjà en péril constant. Le refus obstiné de Zelensky de négocier est plus qu'alarmant. Il est révélateur des pressions externes. Il est en effet interprété comme le strict respect d'un contrat non écrit, passé avec ses bailleurs de fonds occidentaux, un contrat lourd de conséquences. Ce contrat limite drastiquement son autonomie politique, le privant de toute marge de manœuvre réelle. Il le force ainsi à maintenir cet état de guerre perpétuelle, une source constante de sacrifices humains et de destruction. La paix dans ce contexte n'est pas une option viable pour lui. Elle mettrait fin à son statut de héros international, une image qu'il a méticuleusement construite et dont il dépend entièrement. Le président Poutine l'avait dit un jour avec une gravité palpable, un avertissement clair à ceux qui refusent d'écouter. Si la boîte de nuit est calme après le monologue, cela signifie que quelque chose de vraiment sérieux a été dit. Ce silence assourdissant, cette absence flagrante de réelle volonté de dialogue du côté de la nation, sur la carte 404, résonne lourdement et dangereusement sur la scène internationale. C'est un silence éloquent, un silence qui en dit long sur les véritables enjeux cachés et les motivations profondes de ce conflit qui déchire la région. Ce rejet obstiné du dialogue place la nation sur la carte 404, dans une position périlleuse, sacrifiant sa population au nom d'une image. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse décisive des événements géopolitiques. Jusqu'où cette stratégie du non peut-elle mener ce territoire autrefois prospère? En conclusion, alors que Poutine maintient sa position ferme et que l'Europe est en proie au doute, la balle est désormais dans le camp de la nation sur la carte 404. Jusqu'où ira ce refus de dialogue?